Bonjour, matinale spéciale avec Catherine Vautrin ce matin, députée de la Marne, vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente de Reims Métropole. Avec Arnaud Ladon, nous allons vous interroger jusqu'à 8h15 avec une émission spéciale. Catherine Vautrin, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Arnaud. Vous êtes une lève-tôt, Catherine Vautrin? Bon, écoutez, oui, c'est un rythme, hein, comme vous. Alors, merci d'être avec nous. Alors, on va vous interroger à la fois sur des questions d'actualité et puis sur l'actualité locale. Alors, on a entendu le gouvernement annoncé hier un certain nombre de mesures. Alstom est sauvé. A-t-on entendu? Quel est votre sentiment? Quelle est votre réaction? Je suis très prudente. Vous savez, nous sommes à 6 mois des élections présidentielles. Je crains malheureusement que ce ne soit que du bricolage. Comme tout le monde, j'ai entendu que l'État allait se substituer à la SNCF, acheter des rames TGV. Ce qui m'a quand même interpellée, c'est entendre dire que sur des lignes qui ne sont pas des lignes TGV, on allait faire circuler des rames TGV. C'est quand même un peu surprenant. Donc c'est l'ensemble des contribuables français qui vont aider à sauver Alstom Belfort. Si au moins ça peut servir à maintenir de l'emploi, tant mieux. Mais je dois dire qu'à la fois les chiffres entendus et le peu de perspectives m'interpellent vraiment. Et au-delà d'Alstom Belfort, je crois que la vraie question, c'est l'industrialisation de la France. Et là-dessus, il y a une nécessité de mobilisation de toute notre attention, parce que malheureusement, c'est pas un accident de parcours, c'est le reflet de 5 ans d'une politique qui a été incapable de préserver l'industrie française. Dans l'actualité, hier, on a beaucoup évoqué la théorie du genre qui est revenue sur la sellette avec les remarques de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, à propos du pape François. Là aussi, quel est votre sentiment, votre analyse? J'ai été extrêmement choquée par les propos de cette ministre. Se permettre de recadrer de la sorte une autorité morale et spirituelle telle que le pape est absolument inacceptable. Et je pense que la ministre ferait mieux de consacrer ses efforts à la recherche de l'excellence dans l'éducation nationale. Je crois qu'elle laissera derrière elle un triste bilan avec ne serait-ce qu'un exemple, la suppression des classes bilingues. Je pense qu'elle ferait mieux de s'attaquer au programme et surtout à la recherche de l'élévation finalement des programmes scolaires, de l'accompagnement des élèves, plutôt que de partir sur des combats qui n'ont pas de sens. Alors tout récemment, c'était il y a quelques jours, venue du Premier ministre Manuel Valls à Reims, avec le congrès des associations des présidents de régions. C'était pour vous un grand rendez-vous, parce qu'il y avait quand même tout le gratin des régions quand même qui était là. Vous savez que le député maire Arnaud Robinet, nous essayons au maximum de mettre la ville de Reims, l'agglomération rémoise, en avant. Et nous nous réjouissons de voir que de nombreux organisateurs de congrès reconnaissent la place de Reims à 30 minutes de Charles de Gaulle, 45 minutes de la gare de l'Est et 1h16 de Strasbourg, comme étant un lieu finalement extrêmement agréable pour y faire des conventions d'affaires ou des congrès. Il est clair que recevoir à Reims l'ensemble des présidents de région et le Premier ministre était un élément important pour notre ville, qui fait rayonner notre ville. La semaine prochaine, nous accueillerons une autre manifestation qui est destination vignoble. C'est le rendez-vous de l'ensemble des tours opérateurs qui vendent des produits autour du vignoble. Il y a un mois, nous avions les assises du produire en France. Autant d'événements qui, en matière touristique, sont très importantes parce que, évidemment, cela donne de l'activité aux hôteliers, aux restaurateurs et pourquoi pas aux commerçants. Mais c'est également un élément qui fait rayonner la ville de Reims parce que la semaine dernière, il y avait beaucoup de presse. Pour les assises du produire en France, il y avait 90 journalistes accrédités et c'est autant de gens qui parlent de notre ville. Alors, Arnaud Ladon. Oui, sur le congrès, puisque Manuel Valls a fait une annonce, notamment au niveau de dotation des régions, puisque finit la fameuse DGF, cette dotation globale de fonctionnement. Est-ce que c'est une bonne chose, finalement, de voir allouer une part de la TVA pour le financement des régions? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que la grande difficulté de la décentralisation, c'est que finalement, on transfère les compétences, mais on ne transfère pas les crédits qui vont avec. Ça, c'est tout le sujet de la réforme de l'État. Et derrière cela, les régions ont besoin de budget. Nous savons tous que nos concitoyens sont au taquet en matière d'imposition. Nous sommes tous quelque part contribuables et nous savons combien la pression fiscale dans notre pays est importante. Donc moi, je crois que l'équilibre est sur deux pieds. D'un côté, sur les économies de dépenses publiques. C'est ce que nous faisons à Reims avec le député maire et à Reims Métropole avec l'ensemble des élus, c'est-à-dire baisser les dépenses de fonctionnement des collectivités de façon à maintenir un maximum pour l'investissement parce que l'attractivité de nos territoires, c'est leur équipement. Avec la région, nous avons deux grands sujets. Le premier, c'est l'université. Je ne peux que louer le travail qui s'est fait avec le président Richert et le président d'université
qui nous a permis de signer le projet 3.0 pour refaire le campus de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Pour ça, évidemment, il faut un budget. Le deuxième sujet, c'est l'aménagement numérique du territoire, aussi bien en rural qu'en urbain. Là aussi, il faut des budgets. Donc, que les régions aient des ressources pour investir, ça n'est pas inintéressant dès lors qu'on n'augmente pas la pression fiscale. Et donner, j'allais dire, de la flexibilité, être moins dépendant de Bercy. Alors les régions, effectivement, il y avait que la carte grise, comme le disait le président Richard, mais là, je m'adresse aussi à la présidente de Reims Métropole, avoir peut-être une marge un peu moins fixée par Bercy. Est-ce que c'est une piste qui peut vous intéresser? C'est un combat que mènent les élus locaux depuis longtemps, parce que finalement, votre indépendance, vous l'avez sur votre capacité à lever l'impôt. Et la difficulté des régions, c'est que plusieurs gouvernements, les uns derrière les autres, et notamment le gouvernement Jospin, ont supprimé la capacité pour les régions de déterminer elles-mêmes leur manière de lever l'impôt. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous avez tout à fait raison, elles sont totalement pieds et poings liés avec les décisions prises par le ministère des Finances. Et je pense que si nous voulons vraiment acter un acte 3 de la décentralisation, cela nécessite une vraie réflexion sur la répartition à la fois des compétences et des financements entre l'État et les collectivités. Ça vaut particulièrement pour les régions, mais vous savez, ça vaut pour l'ensemble des collectivités, parce qu'il y a très régulièrement des petites choses passées par l'État sans grande délibération. Je vous donne un exemple. L'instruction des permis de construire, c'était quelque chose qui touche tous nos concitoyens, qui était jusqu'à maintenant assumé par l'État. Eh bien, du jour au lendemain, l'État a dit aux collectivités, débrouillez-vous. C'est quand même un sujet extrêmement lourd qui nécessite des compétences qui donc doivent être rémunérées. C'est une charge supplémentaire. Un autre exemple de la vie de tous les jours, en matière commerciale, quand les magasins décident de liquider, c'était l'État qui regardait ça. Maintenant, on demande à la ville de bien vouloir étudier le dossier. Autant de choses qui sont des compétences transférées sans aucun budget qui va avec. Merci Catherine Vautrin. On vous retrouve dans cette matinale spéciale. On évoquera le Grand Reims, les primaires, le Grand Est. On se retrouve dans une poignée de minutes juste après le Journal National. On approfondit le sens et attend vos réactions et témoignages en direct. Le temps de le dire, votre émission interactive de la matinée, du lundi au vendredi, de 9h à 10h. Pour ceux qui souhaitent connaître les fondements de la chrétienté, la boutique RCF propose le coffret B.A.B.A. du christianisme. Quelles sont les fêtes chrétiennes? Qu'est-ce que la Bible? Pourquoi aller à la messe ou au culte? Voici quelques-uns des sujets abordés dans ce coffret de 6 CD qui répond avec simplicité à toutes les questions que l'on peut se poser sur le christianisme. Pour plus d'informations ou commander le coffret Le B.A.B.A. du christianisme, rendez-vous sur rcf.fr/boutique. RCF, il est 7h30. Le journal de la rédaction présenté par Christian Vadon. Bonjour Christian. Bonjour, des vents à 220 km/h, des vagues submersibles et des pluies torrentielles. L'ouragan Matthew s'est abattu sur Haïti, pays le plus pauvre du continent américain. Les gardes-côtes italiens font face depuis lundi à un nouvel afflux massif de migrants. 8000 partis de Libye sur des bateaux de fortune ont été secourus en 2 jours seulement. L'argent est bien le nerf de la guerre pour les départements. Or, cet argent leur manque pour financer notamment les allocations sociales. En congrès à Poitiers, ils vont interpeller l'État. Dans les quartiers nord de Marseille, gangrénés par la drogue, des habitants réagissent. Refusant que des jeunes soient victimes des trafics et règlements de compte, un collectif tente de les sensibiliser. L'ouragan Matthew a traversé lundi et mardi Haïti et la République dominicaine. 7 personnes ont été tuées. Les dégâts matériels sont importants avec des centaines de maisons détruites. Plusieurs milliers d'habitants ont été évacués. Les régions les plus touchées ne devraient être accessibles que le week-end prochain. Sur place, tous les acteurs, gouvernements, ONU et ONG se sont mobilisés pour prévenir les risques dès la semaine dernière. Objectif numéro 1, informer. Les explications à Port-au-Prince de Jean-Michel Vigreux, directeur de l'ONG CARE. Communication envers les populations qui se trouvent dans les zones à risque, c'est-à-dire les zones côtières, qui sont propices à recevoir vraiment des vagues hors normes, et également les populations qui se trouvent dans des zones très basses, en fait, qui sont enclines, elles, à recevoir de grosses quantités d'eau et enclines également aux coulées de boue. Et donc, nous voulions assurer que les populations qui sont dans ces zones à risque se rendent rapidement vers des abris temporaires, généralement des écoles, mais parfois d'autres bâtiments publics, pour vraiment échapper
confrontés au désastre. D'une part, on peut prévenir donc par la communication et fournir une réponse directe pour vraiment aider au mieux les populations affectées. Mais la meilleure préparation, c'est vraiment la préparation à long terme, celle qui consiste à construire la résilience au sein des populations les plus vulnérables, les plus exposées, afin qu'elles-mêmes puissent se prendre en charge et pas entièrement dépendre des services étatiques ou des ONG ou des Nations Unies pour se sortir d'embarras en cas de désastre. Alors qu'il est, les autorités haïtiennes n'ont pas dit si les élections présidentielles et législatives prévues dimanche seraient ou non maintenues. L'ouragan, lui, a atteint Cuba hier après-midi et se dirige à présent vers les Bahamas et le sud-est des États-Unis où l'état d'urgence a été décrété. Le pape s'est lui rendu hier à Armatrice, dans le centre de l'Italie, pour prier seul et en silence au milieu des décombres de cette localité dévastée par un séisme. C'était le 24 août. François a dit vouloir offrir aux habitants sa proximité dans la prière tout en les appelant à aller de l'avant. Alors qu'Amnesty International a présenté hier son rapport sur le sort des 21 millions de réfugiés, le drame des migrants en Méditerranée se poursuit. 28 sont décédés hier, selon les gardes-côtes italiens, la plupart étouffés sur un bateau transportant 1 millier de personnes au large de la Libye. Entre lundi et hier, ce sont près de 8000 personnes entassées dans des embarcations de fortune qui ont été secourues au cours d'une cinquantaine d'opérations diverses. Avec vous, Benjamin Rosier, on revient justement sur ces missions de secours. Les gardes-côtes italiens qui coordonnent les secours dans les eaux internationales au large de la Libye reconnaissent qu'ils sont débordés par ce regain de traversée de ces embarcations surchargées allant de barques et canots pneumatiques à de vieux bateaux de pêche. Une fois sur zone, les militaires se chargent de repérer et sécuriser les embarcations les plus sommaires, de distribuer des gilets de sauvetage, de prendre en charge les personnes les plus fragiles ou malades et d'essayer de maintenir le calme, après quoi ils participent au transfert des migrants vers des bateaux plus importants. Pour les migrants en quête d'Europe, la noyade n'est pas le seul danger. Beaucoup, déjà affaiblis, déshydratés et refroidis par leur périple, succombent par asphyxie, souvent en raison des émanations de carburant de ces bateaux mal entretenus. Cette année, plus que les précédentes, les départs de migrants depuis la Libye se font par vagues successives. Avant ce lundi, les autorités italiennes ont vu débarquer 132 000 personnes depuis le début de l'année, comme l'année dernière sur la même période, des personnes quasiment toutes originaires d'Afrique subsaharienne. Merci Benjamin. Ajoutons que dans un communiqué publié hier, le cardinal Barbarin estimait impossible de laisser mourir une seule personne à nos portes. Pour l'archevêque de Lyon, il ne s'agit pas d'un débat politique, mais d'une urgence humanitaire vitale et d'inciter les responsables politiques à faire un juste usage des frontières et à veiller au respect de la dignité humaine. Une réponse au nouveau président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a appelé les maires à refuser l'accueil des migrants de Calais au risque de multiplier les jungles sur le territoire. Les forces du régime syrien poursuivent quant à eux leur progression au centre d'Alep avec l'objectif de cantonner les forces rebelles dans un petit périmètre au sud-est de la ville. Moscou a déployé pendant ce temps-là de nouvelles batteries de défense aérienne dans l'ouest du pays. Les États-Unis disent de leur côté examiner toutes les options, qu'elles soient diplomatiques, militaires ou économiques, pour trouver une issue au conflit. RCF, il est 7h35, le 86e congrès de l'Assemblée des départements de France s'ouvre au Futuroscope à Poitiers sur fond d'inquiétude financière. Si la question du développement des territoires ruraux et celle de l'application de la loi NOTRe sont à l'ordre du jour, les problèmes budgétaires des 102 départements vont dominer les débats. La plupart parlent d'impasse et dénoncent une explosion de leurs dépenses sociales, RSA en tête, alors que le montant des dotations de l'État ne cesse de diminuer. Xavier Belin, président du conseil départemental de la Vienne, s'est confié à Camille Malessan de RCF Poitiers. Depuis 2012, on voit bien que les dotations de l'État baissent chaque année de plusieurs millions d'euros. Ça, c'est un premier constat. Et les charges, notamment des allocations de solidarité, augmentent. Le RSA, et puis c'est pas avec les résultats du chômage que le volume du RSA diminuera en 2016. Évidemment, le département doit financer cette différence. La seule solution pour les départements sera de bouger le levier fiscal qui concerne uniquement la taxe sur le foncier bâti. Et donc, toutes celles et tous ceux qui sont locataires ne sont pas concernés par cette taxe-là, qui est la seule taxe départementale. 21 TGV, 20 locomotives diesel, ce sont les promesses de l'État et de la SNCF pour sauver le site d'Alstom à Belfort. Hier, le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue, était sur place aux côtés du PDG d'Alstom. Henri Poupart-Laforge a promis de développer les activités de maintenance ainsi que la production de trains ou bus électriques. Des annonces globalement satisfaisantes pour Olivier Colère, délégué syndical CFDT chez Alstom à Belfort, même si la vigilance reste de mise.
Pour le moment, on peut considérer que nous avons notre avenir d'assurer pour les 4 années qui viennent, sachant que nous restons malgré tout vigilants pour pas qu'il y ait de remise en cause. L'État s'est engagé sur des commandes de TGV. J'espère qu'ils vont maintenir ces engagements. Il y a eu un document écrit qui a été rédigé, une déclaration commune entre l'État et la direction générale. Cette déclaration commune a été diffusée par tous les médias. Je pense que ce serait malvenu de leur part de ne pas respecter cette déclaration commune. Mais nous restons également vigilants pour le long terme. Pour nous, le long terme n'est pas solutionné. Nous voulons justement assurer cette pérennité à long terme et nous ferons tout pour garantir cette activité de construction de matériel ferroviaire neuf ici à Belfort. Et s'il le faut, les organisations syndicales avec les salariés de Belfort nous monterons au créneau et nous serons face à cette direction ou éventuellement face à l'État. Manuel Valls annonçait pour sa part hier un nouveau plan de soutien aux agriculteurs, le 3e en moins d'1 an, en raison des mauvaises récoltes dues à la pluie du printemps dernier ou à la sécheresse. L'État va garantir la moitié des emprunts des agriculteurs en difficulté, augmenter l'enveloppe attribuée aux aides à la reconversion professionnelle et reporter le remboursement de prêts. Sinon, toujours dans le domaine agricole, s'ouvre à Clermont-Ferrand le 25e sommet de l'élevage. 1430 exposants, 2000 animaux seront présents et 85 000 visiteurs attendus. Le gouvernement présente ce matin en Conseil des ministres le dernier projet de budget de la Sécu du quinquennat. Marisol Touraine a promis de ramener le déficit du régime général, qui comprend les branches maladie, retraite, famille, accident du travail, à 400 millions d'euros contre 3,4 milliards cette année. Et puis lors d'un meeting à Strasbourg, Emmanuel Macron a fustigé une démocratie qui manque d'adhésion, de responsabilité et une démocratie inefficace. L'ancien ministre de l'économie s'est prononcé pour l'introduction de la proportionnelle, l'institution d'un compte-rendu de mandat annuel du président de la République devant une commission de citoyens. Il s'est également prononcé pour un renforcement du non-cumul des mandats. C'est un procès Christian emblématique qui se déroule à Paris depuis la fin de la semaine dernière, qui se déroule à Aix-en-Provence, pardon. Oui, les frères Bingler, considérés comme les caïds de la drogue parmi les plus violents, sont poursuivis pour l'assassinat d'un jeune garçon de 16 ans tué à la Kalachnikov en 2010 dans la cité marseillaise du Clos de la Rose. Leur gang, dit des Gitans, est en guerre contre son rival, le gang des Blacks, et au milieu de ces règlements de compte, des jeunes ados marseillais qui se laissent embrigader et pour certains finissent par se faire tuer. Devant la répétition de ces drames, Hassan Amou et d'autres habitants des quartiers nord de Marseille ont lancé le collectif Trop jeune pour mourir. Son arme, des affiches placardées sur tous les murs pour interpeller cette jeunesse. Hassan Amou témoigne au micro de Maude de Bourconnet de RCF Dialogue. C'est un discours finalement fataliste de se dire voilà, il n'y a plus rien à faire. Nous on le refuse et c'est parce qu'on le refuse qu'on prend nos responsabilités. Et donc on a décidé dans un premier temps d'imprimer 2000 affiches avec sur les affiches une main ensanglantée et un message adressé à la jeunesse des quartiers nord. Vous avez des jeunes de 15 ans, vous avez des jeunes de 16 ans, vous en avez d'autres bien évidemment aussi de 30 ans. On a de plus en plus de jeunes qui sont arrachés carrément par les trafiquants de drogue à leur famille pour alimenter un service et qui bien souvent se termine par une actualité assez dramatique. Si on considérait qu'il n'y avait plus rien à faire et que là, il fallait laisser la situation telle qu'elle, bien évidemment qu'on n'aurait rien fait du tout. Là, c'est un outil de communication à destination de la jeunesse de ces quartiers et c'est leur dire que ceux qui font la vie des quartiers aujourd'hui, c'est le tissu associatif, c'est les personnes engagées au quotidien et c'est certainement pas ni le réseau en bas de la cité, ni les trafiquants de drogue. Un compromis qualifié d'historique a été conclu hier par la ministre de l'Éducation, les organisations étudiantes et les présidents d'universités en échange de la mise en place d'une sélection à l'entrée du master dès la rentrée 2017. Les étudiants se verront garantir un droit à la poursuite des études en master 2. Le secrétaire général de l'enseignement catholique a appelé les acteurs de l'école à un débat apaisé. Lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée, Pascal Balmont a demandé notamment au pouvoir public de renouer avec un dialogue constructif permettant une confiance renouvelée entre public et privé. Une allusion à une récente étude du ministère de l'Éducation pointant une accentuation de la ségrégation sociale dans l'école privée depuis 2003. Si l'enseignement catholique n'entend pas éluder ses responsabilités, son secrétaire général recadre un peu le ministère. Attention à ne pas faire de l'école catholique une sorte de bouc émissaire de ce que sont les évolutions globales de notre société. Ne faisons pas également l'école catholique la responsable de ce qu'est les politiques successives de la ville. Bref, l'école catholique, bien évidemment, elle n'entend pas se dédouaner de ses propres responsabilités, mais elle ne porte pas à elle seule le poids de toutes les difficultés globales de l'école française à faciliter la rencontre des uns avec les autres. Parce que pour moi, l'enjeu de la mixité, c'est d'abord un enjeu d'éducation. Je suis convaincu qu'on ne fait pas grandir un enfant ou un jeune en vase clos en quelque sorte. Une école, c'est peut-être même d'abord un lieu où, à travers la transmission des savoirs, se construit une culture commune. Et plus il y a de diversité,
plus il y a d'enrichissement, dès lors que cette mixité sociale et scolaire est pédagogiquement accompagnée. Et les effectifs continuent de progresser dans l'enseignement catholique avec en cette rentrée 2016 plus de 17 000 nouveaux élèves dans ces établissements. Enfin, le sanctuaire de Lourdes accueille jusqu'à samedi soir le traditionnel pèlerinage du rosaire après celui des assomptionnistes au moment du 15 août. C'est le deuxième plus important de l'année. 20 000 pèlerins répondent ainsi à l'invitation des dominicains qui lancent à cette occasion leur toute nouvelle application Pélirosaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et il y a même Grégory Turpin sur place qui a passé la soirée avec 1500 jeunes hier soir. Merci Christian Vadon. Ce journal de la rédaction, on le retrouve sur rcf.fr. Il fait beau encore et toujours en France comme en Belgique. La Belgique où vous allez profiter d'un ciel bien bleu et d'un soleil généreux. Ce sera également le cas dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Bretagne, en Île-de-France et dans toute la région Grand Est. Un peu plus au sud, c'est plus nuageux ce matin sur les Pays de la Loire, la région Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez profiter tout de même de quelques éclaircies ce matin dans ces régions. Ce ne sera en revanche pas le cas en Nouvelle-Aquitaine et dans le sud de l'Occitanie où le ciel est particulièrement couvert, mais sans donner de pluie pour autant. Et puis le soleil dans un ciel bien bleu, vous le retrouvez notamment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'en Corse. Les températures comptaient 7 degrés à Metz ce matin, 8 à Orléans, 9 à Lyon et Bruxelles, 10 degrés à Paris, 11 à Poitiers, 12 à Bordeaux, 13 à Toulon, 15 à Toulouse, 16 degrés la maximale ce matin à Biarritz. RCF Reims-Ardennes, le journal. Un journal un peu particulier puisqu'il s'agit d'une émission spéciale ce matin avec Catherine Vautrin. Catherine Vautrin, rebonjour. Rebonjour Jean-Pierre. Vous étiez avec nous il y a quelques minutes et avec Arnaud Valadon, on va vous interroger ce matin. On avait évoqué l'actualité, vous avez réagi sur Alstom, sur la théorie du genre, sur les présidents de région qui se sont retrouvés la semaine dernière à Reims. Alors justement, le Grand Reims, on va l'aborder. Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation des impôts ? Alors vous savez, il y a un engagement que nous avons pris qui est la neutralité fiscale. En d'autres termes, la mise en place du Grand Reims, qui n'est autre que l'application d'un texte, dont je le rappelle que ce texte n'a été voté ni par le député maire de Reims, ni par moi-même, mais nous sommes républicains, le texte est adopté. Il faut donc bien maintenant faire avec. Et ce qui était dans ce texte, c'était que les intercommunalités devaient en France compter au minimum 15 000 habitants, avec quelques éléments de correctif. Dans notre département, c'était aux alentours de 13 500. Ce qui veut donc dire que toutes les communautés de communes autour de l'agglomération rémoise étaient conduites à fusionner. À partir de là, nous avons mené des discussions, dans un premier temps avec Châlons, puis dans un deuxième temps avec l'ensemble des communautés de communes qui nous entourent, qui ont pour particularité que tous les élèves de ces communautés de communes sont scolarisés à Reims à partir de la classe de seconde. C'est un bassin de vie en quelque sorte. C'est exactement un bassin de vie. À partir de là, nous avons commencé à travailler avec les élus de ces territoires. Donc il y a en fait, pour être très précise, la communauté d'agglomération de Reims, 7 intercommunalités et 18 communes de l'ancienne communauté de communes en fait, du Tardenois et du Châtillonnais, puisque cette communauté de communes se sépare avec les communes du Tardenois qui viennent vers Reims et celles du Châtillonnais qui vont vers Dormans. Les engagements que nous avons pris, c'était d'une part la neutralité fiscale, c'est-à-dire que nos concitoyens ne doivent pas avoir la moindre augmentation d'impôts. Il n'y aura pas de baisse, ne rêvons pas, mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, premier élément. Deuxième élément, c'est aussi pour les personnels, parce que dans ces communautés de communes, il y a des personnels. Je pense particulièrement aux agents qui sont dans les écoles, qui seront tous, bien évidemment, repris par la nouvelle communauté de communes. Donc cela faisait partie des engagements que nous avons pris depuis le départ et que nous aurons à cœur, bien évidemment, de tenir. Alors comme gage pour cela, parce qu'on peut toujours affirmer, mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait réellement, je voudrais rappeler que tant à Reims Métropole qu'à la ville de Reims, lorsque nous avons fait le compte administratif pour 2015, c'est-à-dire le bilan de la façon dont s'est déroulée l'année 2015, 1, nous n'avons pas augmenté la fiscalité, et 2, pour la première fois depuis très nombreuses années, nous avons baissé les dépenses de fonctionnement, aussi bien à la ville de Reims qu'à Reims Métropole. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de maîtrise des dépenses pour éviter d'avoir recours à l'impôt. Pour faire un peu de pédagogie pour nous-mêmes et pour les auditeurs, le Grand Reims, pourquoi est-ce que c'était nécessaire, sa délimitation et ses compétences exactes? Alors pourquoi? Parce que cette loi, en fait, qui a fait les nouvelles régions, nous a donc constitué une région qui est une région qui va de Fismes jusqu'à Strasbourg, extrêmement grande, et nous sommes tout à l'ouest de cette région, c'est une évidence pour chacun. Il y a l'Eurométropole de Strasbourg, qui est un territoire très important, avec une université, des fonctions métropolitaines. Il nous est apparu immédiatement qu'il fallait un pôle d'équilibre
équilibre à l'ouest, et que ce pôle, ça ne pouvait être que le bassin rémois. D'où la nécessité de conforter ce bassin rémois. C'est ce que nous allons faire en nous transformant en communauté urbaine. 144 communes seront ainsi rassemblées, et nous aurons une particularité, nous serons la première communauté urbaine rurale, puisque sur les 144 communes, 111 communes ont moins de 1000 habitants, et on peut même dire que 10 communes ont moins de 100 habitants. C'est dire si c'est notre spécificité, la ruralité. On le sait, notre économie repose beaucoup sur l'agriculture et la viticulture. Eh bien, nous sommes sur un territoire rural, et tout le sujet va être cette articulation entre l'urbain et le rural. Juste d'un mot, le calendrier. Le calendrier, aujourd'hui, les communes ont délibéré, puisque le préfet a fait ce que l'on appelle un arrêté de périmètre, donc il a proposé aux 144 communes de constituer cette communauté urbaine du Grand Reims. Les communes devaient se prononcer elles avaient en fait un délai qui était tout l'été jusqu'à mi-septembre, et en fait celles qui étaient contre devaient absolument délibérer, les autres délibéraient, ou bien si elles ne délibéraient pas, elles étaient réputées favorables. Les résultats sont maintenant connus. Sur 144 communes, 113 ont délibéré favorablement, donc ont voté, 7 ont voté contre, les autres ne se sont pas prononcés et sont donc réputés comme étant favorables à ce schéma. Arnaud Valadon. Vous avez parlé de l'Eurométropole de Strasbourg, il y a également le Grand Nancy qui sont des intercommunautés avec l'étiquette métropole entre guillemets du gouvernement. Est-ce que vous allez pouvoir l'avoir? Vous allez rentrer dans les critères? Vous imaginez bien que c'était pour nous une préoccupation majeure, et nous avions d'ailleurs dans ce domaine discuté avec Benoît Apparu, un peu plus légèrement également avec Épernay. Le sujet est une notion de bassin de vie, parce que pour parler métropole, il faut avoir ce qu'on appelle un bassin de vie de 600 000 habitants. Il ne vous a pas échappé qu'avec 50 habitants au kilomètre carré, nous sommes très loin de ce bassin de vie, puisque là, en fait, le Grand Reims, nous serons à 298 000 habitants, et globalement, tout compté en regardant assez large, on arrive à 400 000, donc nous sommes loin des 600 000. Mais c'est quelque chose que nous regardons parce que derrière ces appellations, il y a des compétences, et c'est ça qui est important. La communauté urbaine aujourd'hui, c'est pour ça que Reims Métropole a bougé, c'est une compétence en matière économique. Nous discutons avec la région notre schéma de développement économique, nous discutons nos transports, nous discutons l'aménagement numérique, nous discutons le développement touristique. Donc, quelque part, nous discutons tous les sujets qui font l'attractivité du territoire, et c'est ce qui nous a poussé à aller vers la communauté urbaine. L'autre élément que je mets moins en avant parce que je ne sais pas combien de temps il durera, au jour d'aujourd'hui, la dotation de l'État par habitant est plus importante pour une communauté urbaine qu'elle ne l'est pour une métropole, ce qui permet de, quelque part, conjurer un petit peu les baisses de dotation. Mais comme chaque loi de finances revoit les dispositifs, je reste prudente sur le dernier point. Les maires ne vont pas disparaître? Bien sûr que non. Alors, tous les maires, évidemment, non seulement continuent et gardent les missions qui sont les leurs, et surtout, chaque maire siège au conseil, évidemment, de la communauté urbaine. Alors, on va passer aux primaires, parce que vous êtes aussi engagée, très engagée, Catherine Vautrin, auprès de Nicolas Sarkozy, dont vous êtes porte-parole. On vous a vu à Calais récemment, on vous voit en sa compagnie dans de nombreuses rencontres. Vous sillonnez la France en ce moment? Écoutez, déjà peut-être en un mot, pourquoi ai-je choisi de m'engager? Je crois que la situation de notre pays est particulièrement grave. Elle est grave sur tous les sujets qui relèvent de l'autorité de l'État, qu'il s'agisse bien évidemment de la sécurité, qu'il s'agisse de la parole de l'État. On a depuis 5 ans assisté malheureusement à une démission de l'autorité de l'État qui est particulièrement préoccupante. Et je pense que nous sommes à un moment extrêmement important pour la raison suivante. Le président qui sera élu aura pour mission finalement de préparer la France de la moitié du XXIe siècle. C'est dire si notre responsabilité est grande, à un moment où l'Europe est en crise, où la voix de la France en Europe n'est pas entendue et où la voix de l'Europe dans le monde n'existe plus. Les conflits auxquels nous assistons sont absolument dramatiques. Il y a des drames humains terribles pour lesquels il est urgent d'apporter des réponses. Alors, quand on regarde maintenant l'offre politique de mon parti, vous savez, les primaires, c'est un concept complètement nouveau et nous sommes plutôt chez les Républicains dans une démarche assez jacobine avec un chef qui est là pour chefer. Là, nous sommes dans la logique des primaires et je crois que dans le contexte qui est le nôtre, Nicolas Sarkozy, d'abord, a déjà été
président de la République et a montré sa capacité à gérer des moments particulièrement importants de la vie de notre pays. Je veux parler bien évidemment de la crise des années 2008-2009. Je veux aussi rappeler ce qui s'est passé au moment du conflit entre la Géorgie et la Russie, où Nicolas Sarkozy, président de l'Europe, a pris un avion, a fait le tour des dirigeants concernés par le sujet et a permis de faciliter le règlement et d'éviter un conflit. Je crois qu'il a montré à ce moment-là sa stature d'homme d'État et sa capacité à compter en Europe. Derrière cela, les primaires aujourd'hui, c'est l'occasion d'un débat au sein de notre parti. Je pense qu'il est indispensable que les uns et les autres s'écoutent, car en ce qui me concerne, je souhaite bien évidemment que le 27 novembre, nous soyons derrière celui qui aura gagné ces primaires, parce qu'il est absolument indispensable que nous soyons tous mobilisés pour les présidentielles qui arriveront très vite derrière. Alors les bureaux de vote, ça va s'organiser comment? Alors les bureaux de vote sont organisés en fait par le regroupement des bureaux de vote qui existent, c'est-à-dire qu'on votera dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels à Reims, on vote par exemple, habituellement. À Reims, en moyenne, 4 bureaux de vote sont regroupés dans un, ce sont les écoles. Comment trouver son bureau de vote? On va sur Internet, on cherche la primaire de la droite et du centre. À ce moment-là, vous avez un petit onglet, merci, qui s'ouvre, qui vous dit en fait quelle est votre ville, donc le nom de la ville ou le code postal. À ce moment-là, on vous demande votre adresse et immédiatement, on vous donne l'adresse de votre bureau de vote avec en dessous le plan pour vous y rendre. Alors, ce qui est pris comme référence, les fichiers qui ont servi, qui ont été mis à disposition évidemment par le ministère de l'Intérieur, en fait, ce qui a été pris en référence, c'est les bureaux de vote au 31 décembre de l'année 2015. En d'autres termes, votre référence, c'est ce qui est sur votre carte d'électeur, c'est-à-dire le dernier bureau de vote dans lequel vous avez voté. Si entre-temps vous avez déménagé, ça n'entre pas en ligne de compte si ça s'est passé après le 1er janvier. Donc le plus simple, on va sur Internet, on regarde et là on a immédiatement l'indication. Et si des auditeurs, par exemple, qui nous écoutent, qui sont de gauche, disent on va les voter à la primaire de la droite et du centre. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en ce moment, il y a quand même une petite polémique qui se dégage en disant, et surtout d'ailleurs du côté d'Alain Juppé, en disant il y a des gens de gauche qui vont voter Juppé. Mais écoutez, moi, comme beaucoup, je suis l'actualité politique et j'ai compris que la primaire de gauche, c'était pas le 20 et le 27 novembre, c'est au mois de janvier. Donc, surtout qu'il soit prêt pour le mois de janvier, parce que pour voter à la primaire de la droite et du centre, il y a quelque chose d'assez simple. Il faut signer une charte comme quoi on adhère aux valeurs de la droite et du centre. Moi, j'ai pas l'intention d'aller voter aux primaires de la gauche parce que je n'adhère pas aux valeurs de la gauche. Eh bien, je crois que de la même manière, nous avons besoin que participent au choix de notre candidat celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de droite et du centre, tout simplement parce que derrière, le candidat que nous allons élire devra porter un programme qui sera celui de la droite et du centre et qui devra donc faire une politique de la droite et du centre et non pas une politique de gauche. Et alors, est-ce que vous pensez que s'il y avait des gens de gauche ou qui venaient voter, ça pourrait d'une certaine façon fausser l'élection, ou ça va rester à la marge? Vous savez, je pense qu'on peut commenter tout ça pendant des heures. Nous n'avons les uns et les autres aucune idée de ce qui va se passer. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous relativisons beaucoup les sondages. On sait bien qu'il faut alimenter les commentaires tous les jours. C'est ce que disaient les plus anciens d'entre nous. À une époque, finalement, il y avait beaucoup de micros par rapport au nombre. Il y avait beaucoup de politiques et il y avait très peu de micros. Aujourd'hui, il y a plus de micros que de politiques. Donc, il faut tous les jours trouver de quoi alimenter. Pour autant, je crois qu'il faut qu'on soit conscient d'une chose. Ce qui est très important, c'est d'aller vers le projet qui est celui qui correspond aux valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire celles de la droite et du centre. Et personnellement, je ne crois pas qu'il va y avoir mobilisation en masse des électeurs de gauche vers la primaire de la droite et du centre, pas plus que les gens de la droite et du centre n'iront à la primaire de la gauche. C'est quand même nouveau pour le parti, parce que vous l'avez rappelé à juste titre, c'est pas dans l'ADN de la droite, donc là des Républicains, d'avoir ce genre de primaire ouverte. Il y a quand même des changements de repères. Ah, c'est le moins qu'on en puisse dire, et on l'a d'ailleurs vu dans la vie du mouvement ces dernières années. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que le mouvement a subi quelques turbulences. Bon, aujourd'hui, l'exercice est parti. Je crois que l'heure n'est plus à regarder derrière, elle est de regarder devant, de déterminer, et moi personnellement je souhaite que Nicolas Sarkozy puisse gagner cette primaire, que derrière il puisse mener une campagne pour les présidentielles et que nous permettions à la France de retrouver un projet qui rende à la France sa place dans le monde. Et sur le terrain, vous qui accompagnez régulièrement Nicolas Sarkozy, est-ce que vous sentez un contact, une foule, j'allais dire un public entre guillemets qui continue d'exister? Moi je suis impressionnée par
quelque part l'affection, l'intérêt que suscite Nicolas Sarkozy, que les gens aiment ou détestent, il intéresse. Et Nicolas Sarkozy, partout où il est, qu'il s'agisse, on fait beaucoup de déplacements en TGV, la sortie d'un TGV est toujours un moment d'échange et de rencontre. Les gens, quelque part, veulent échanger. Alors après, c'est pas pour autant que tous vont aller voter pour Nicolas Sarkozy, mais incontestablement, il fait partie du paysage. Les Français le connaissent, le reconnaissent, l'aiment ou le détestent, mais en tout cas, ils ne le laissent pas indifférent. Ne pas laisser indifférent, c'est déjà le début d'un intérêt. Alors, il y a des rendez-vous programmés à la télévision semaine pour prochaine. Cette primaire. Alors, il y a deux rendez-vous proches. D'abord, pour toutes celles et tous ceux qui sont intéressés, il y a dimanche une réunion à 16h30 au Zénith à Paris, qui sera une grosse réunion de la campagne. Et ensuite, le 13, il y aura un débat télévisé de l'ensemble des candidats à la primaire de la droite et du centre. Arnaud Valadon ? Pour vous, Nicolas Sarkozy, puisque vous le côtoyez, Nicolas Sarkozy en 2016 se rapproche plus du Nicolas Sarkozy de la campagne de 2007, avec beaucoup d'espoir, qui avait été une belle campagne et qui est reconnue unanimement, ou se rapproche plus du Nicolas Sarkozy de 2012, président de la République sortant? Vous savez, Nicolas Sarkozy a une phrase que j'aime bien, il dit « En 2007, j'ai gagné, en 2012, j'ai appris ». Et vous avez remarqué que Nicolas Sarkozy, pendant 2 ans et demi, est sorti de la vie politique française et avait dit « Je ne reviendrai que si la situation du pays l'exige ». Bon, l'état dans lequel était notre mouvement, l'état dans lequel est le pays, a conduit Nicolas Sarkozy à revenir. Il ne vous a pas échappé que Nicolas Sarkozy a pris sa plume, a commis 2 ouvrages, l'un dans lequel il explique justement la façon dont il a vécu ce mandat, et notamment le dernier mandat, et les choses qui ont réussi, celles qui ont moins réussi, parce que très froidement, très lucidement, il reconnaît que, bien évidemment, des choses n'ont pas fonctionné. Et je crois qu'il est important de voir que dans son second ouvrage, Tout pour la France, il écrit précisément à la fois son constat de l'état dans lequel est notre pays, un constat vraiment lucide, sans complaisance, pour montrer que c'est vraiment, j'oserais dire, le dernier rendez-vous. Vous savez ce que les huissiers appellent le dernier avis avant poursuite. En d'autres termes, si la France n'a pas un changement radical maintenant, où nous avons de vraies questions à nous poser sur l'évolution de notre pays, sur notre mode de vie, sur les valeurs françaises. Et ce sont des sujets qui interpellent nos concitoyens au quotidien. La société française est en train de prendre une évolution que tous les Français n'ont pas forcément envie de connaître. Et c'est le débat que nous devons avoir, avec évidemment à côté un débat sur l'économie, sur la place de la France dans le monde, qui sont des sujets. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on prend la peine d'écouter, de lire cet ouvrage, on se rend compte d'un constat, d'un projet, tout dire avant pour tout faire après, parce que c'est vraiment ça le choix d'une élection présidentielle. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les 5 ans, et les Français doivent à ce moment-là dire quel modèle de société ils veulent, pour qu'ensuite on puisse appliquer un projet. Notre pays a besoin d'une direction et a aussi besoin de stabilité. C'est-à-dire que le président élu doit être en capacité d'appliquer le projet pour lequel il a été élu, pour que derrière nous fassions effectivement évoluer le pays et conduire le changement dont on a besoin. Parce qu'on ne peut pas avoir des dossiers qui sont abordés, arrêtés, continuer. Il y a des choses qui se sont passées. Regardez l'autonomie des universités. Il y a eu 18 mois d'occupation de fac. Nicolas Sarkozy n'a pas reculé. Regardez la réforme des retraites. Passé de 60 à 62 ans, il y a eu des manifestations. Pour autant, il n'a pas reculé. Qui aujourd'hui peut dire qu'avec l'allongement de la durée de la vie, il ne faut pas augmenter la durée de l'activité professionnelle? C'est une évidence. Et tout ça, ce sont des sujets qu'il faut expliquer, discuter avec les Français, parce que si nous voulons maintenir le modèle social qui est le nôtre, nous devons faire des aménagements. Donc il est plus 2007 ou 2012 ? Il est incontestablement 2017, parce que ce qui nous intéresse, c'est 2017. Merci Catherine Vautrin. On vous retrouve dans quelques instants. Vous êtes l'invité de la matinale spéciale. Tout de suite, le journal avec Arnaud Valadon. 8h sur RCF Reims-Ardennes, quelques titres nationaux et internationaux. Le puissant ouragan Matthew a traversé Haïti et la République dominicaine. 7 personnes ont été tuées. Les dégâts matériels sont importants, avec des centaines de maisons détruites. Plusieurs milliers d'habitants ont été évacués. Les régions les plus touchées ne devraient être accessibles que ce week-end. Les autorités haïtiennes n'ont pas dit si les élections présidentielles et législatives prévues dimanche seraient ou non maintenues. L'ouragan a lui atteint Cuba hier après-midi et se dirige vers les Bahamas et le sud-est des États-Unis où l'état d'urgence a été décrété.
Le pape s'est rendu hier à Amatrice, dans le centre de l'Italie, pour prier seul et en silence au milieu des décombres de cette localité dévastée par le séisme du 24 août. François a dit vouloir offrir aux habitants sa proximité dans la prière, tout en les appelant à aller de l'avant. Un accord a été conclu hier par la ministre de l'Éducation nationale, les organisations étudiantes et les présidents d'universités sur la mise en place d'une sélection à l'entrée du master dès la rentrée 2017. En contrepartie, les étudiants se verront garantir un droit à la poursuite des études en Master 2. Pour Najat Vallaud-Belkacem, il s'agit d'un compromis historique. Le site Alstom de Belfort, dont la direction voulait transférer l'activité ailleurs, devrait avoir du travail pour au moins 4 ans. Le gouvernement et le groupe ont annoncé hier la commande de 15 TGV pour les lignes intercités Bordeaux-Marseille et Montpellier-Perpignan. La SNCF commande de son côté 6 TGV pour la future ligne Lyon-Turin et 20 locomotives diesel. Manuel Valls a annoncé hier un nouveau plan de soutien aux agriculteurs, le 3e en moins d'1 an. En raison des mauvaises récoltes dues à la pluie du printemps dernier ou de la sécheresse, l'État va garantir la moitié des emprunts des agriculteurs en difficulté, augmenter l'enveloppe attribuée aux aides à la reconversion professionnelle et reporter le remboursement de prêts. Attention, si vous êtes sur la route entre Reims et Châlons, au niveau de Farman, sur la route départementale 944, elle est fermée dans les deux sens suite à l'incendie d'un camion transportant de la paille. Des nouveaux locaux pour l'hôpital américain de Reims. Après 5 années de travaux, le déménagement dans les locaux du nouvel établissement pour enfants a démarré. Le projet a coûté 40 millions d'euros. Les différents services de pédiatrie vont s'installer progressivement. À partir de lundi prochain, les consultations et le service d'imagerie seront opérationnels. Il faudra en revanche attendre 2017 pour que la chirurgie pédiatrique s'installe dans le nouvel hôpital pour enfants. La météo, du soleil pour aujourd'hui, 5 degrés relevés ce matin à Reims et Charleville-Mézières, 6 à Rethel, 7 à Vouziers. Dans l'après-midi, il fera 14 à Charleville, 15 dans le sud Ardennes et 16 à Reims. Reprise de notre matinée spéciale, émission spéciale avec Catherine Vautrin, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée de la Marne, présidente de Reims Métropole, et puis qui est engagée dans la campagne de soutien, on vient de l'entendre pour les primaires, avec Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai que vous devez organiser vous-même toutes ces activités, mais finalement toutes ces activités se recoupent. Quand vous parlez de métropole et que vous parlez du Grand Est et que vous parlez de Reims, tout ça, il y a une certaine unité. Alors pour le Grand Est, est-ce que vous avez vraiment un interlocuteur sur lequel vous pouvez vous reposer ? Déjà, nous avons à Reims un vice-président, la personne de Xavier Albertini, adjoint au maire chargé de la sécurité. Et au-delà de ça, je voudrais dire combien nous travaillons très régulièrement avec le président Philippe Richert, qui est très fréquemment dans notre ville. Bon, il ne vous a pas échappé qu'il était évidemment là pour le congrès de l'ARF, puisqu'il en est le président. Et sur les dossiers très précisément, je citais tout à l'heure l'université, par exemple. Nous avons eu 2 réunions de travail avec lui et avec, bien évidemment, le président de l'université, qui nous ont permis de revenir sur ce dossier, qui était un dossier qui avait été mal bouclé par un président qui partait, qui ne se représentait pas, un préfet de région qui disparaissait, et il était utile de reprendre ce dossier. Ça a été fait dès le début de l'année, et aujourd'hui, le projet Université 3.0 est à la fois pérennisé et financé, ce qui est un élément très important. Le deuxième sujet sur lequel nous travaillons en direct avec le président de région, et vraiment un sujet auquel j'attache énormément d'importance, c'est l'aménagement numérique du territoire. On le sait tous, aujourd'hui, c'est un enjeu d'attractivité, c'est aussi un enjeu d'égalité des chances, parce que bien évidemment, c'est indispensable pour les entreprises sur l'ensemble du territoire. Vous avez des entreprises extrêmement intéressantes et qui créent de l'emploi en milieu rural, qui aujourd'hui ont des vrais problèmes de réseau et de débit. Et quand je parle d'égalité des chances, je pense aux élèves, parce que de plus en plus, on demande aux élèves de rendre des travaux en travaillant sur le net. Si à la maison, il n'y a pas de débit, c'est quand même compliqué. Et donc là-dessus, il y a un plan d'équipement qui va se travailler avec non seulement la région, mais également le département. Et l'idée, c'est de lancer un plan qui devrait démarrer dès les années 2018, parce que bon, vous connaissez les procédures administratives diverses et variées. Et l'objectif, c'est qu'il soit terminé au plus tard dans les années 2021-2022 pour que l'ensemble de notre territoire soit correctement équipé. Donc voilà 2 exemples très précis. 3e exemple, c'est évidemment les transports, puisque comme vous le savez, la région a une compétence en matière de transport public. À la rentrée prochaine, au mois de janvier, c'est la région qui récupérera le sujet des transports scolaires, par exemple, qui était jusqu'à maintenant une compétence du département. Et sur notre territoire, tout ce qui est TER est bien sûr géré par la région. Donc autant de sujets sur lesquels nous travaillons régulièrement avec le président
et ses équipes. Vous parlez des transports, comment va Citura, parce que vous aviez pris un certain nombre de mesures, dont notamment une réorganisation du réseau et du réseau de nuit. Aujourd'hui, comment va Citura? Écoutez, lors du dernier conseil communautaire, il y a 8 jours, nous avons rendu le compte-rendu d'activité de Citura pour l'exercice 2015. Je voudrais à la fois remercier les agents de Citura qui ont fait un effort tout à fait important, l'ensemble des équipes avec lesquelles nous avons travaillé, puisque nous avons fait ce qu'on appelle un regraphiquage, c'est-à-dire que nous avons analysé toutes les lignes et regardé la fréquentation de ces lignes pour s'adapter au plus juste des besoins entre finalement les attentes des usagers et les nécessités financières qui étaient les nôtres. Et aujourd'hui, j'ose dire que le dossier est remis en ordre et que le sujet fonctionne pour la satisfaction des usagers. Et les actionnaires de Transdev continueront à faire les efforts qu'ils ont fait Mais tout le monde fait des efforts. Vous savez, la collectivité Reims Métropole met 18 millions par an de subventions d'équilibre puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, les transports publics sont financés par les usagers, ça représente 14 millions d'euros, par le versement transport, c'est la taxe payée par les entreprises, ça représente une trentaine de millions d'euros, et le solde, ce qui s'appelle la subvention forfaitaire d'exploitation, ça c'est pris en charge par Reims Métropole. Donc clairement, c'est une participation très importante, ça fait partie des services que l'agglomération doit fournir à ses habitants. Alors, sur les zones en dehors de Reims, on a beaucoup travaillé sur le transport à la demande, qui est un sujet plus flexible, qui dépend effectivement des demandes des usagers et qui évite de faire circuler des bus à moitié vides. On fait très attention à cela et aujourd'hui, tout est toujours regardé chaque année parce que rien n'est jamais définitif. Il y a évidemment des évolutions. Vous savez, une entreprise qui déménage, je prends un exemple très simple, quand Courlancy va aller à Besançon, ça a des conséquences majeures en matière de transport public. On va faire une station de tramway dédiée à Besançon parce que c'est un endroit où aujourd'hui vous avez plus de 1200 salariés avant l'arrivée de la clinique et il y a un besoin de transport public. On peut encore améliorer les choses à Farman. Bon, et il y a d'autres endroits où par contre il y a moins de trafic et il faut faire évoluer. Par définition, un réseau de transport public est en constante évolution. D'ailleurs, le Grand Reims va changer des choses Alors, le Grand Reims va changer des choses à la marge, ne laissons pas... Vous savez, le Grand Reims va aller d'Aubéry vers Arcile-Ponsard et d'Auménancourt à Trépaille. Donc, on ne va pas imaginer qu'il y ait des lignes de bus en continu sur un périmètre comme celui-là. C'est juste impossible et financièrement même pas envisageable. En revanche, ce que nous allons travailler, ce sont des approches de rabattement, par exemple, vers les TER. Il y a toute une partie du Grand Reims qui est desservie par le TER, où il y a d'autres endroits qui sont à proximité du TER sans accès. Je prends un exemple simple. Gueux-Muison, vous avez le TER à Muison, mais vous n'avez pas de moyen de transport pour aller de Gueux à Muison. Eh bien, plutôt que d'avoir une route nationale 31 surchargée, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener pour voir comment, finalement, de Gueux, on peut aller prendre le TER à Muison qui vous amène en centre-ville de Reims? Voilà les approches que nous allons travailler à partir du 1er janvier prochain. Sur des sujets rémois qui vous concernent, bien sûr, au plus haut point, il y a le fameux centre aquatique. Aqualudique, monsieur Benoît. Aqualudique. Je ne trouvais plus le mot. Arnaud Valadon me faisait les gros yeux. Aqualudique, bon, ça avance parce que ça va faire partie dans quelques années des grandes structures et ça va marquer certainement le... Bien sûr, alors vous le savez, ça c'est un dossier que nous portons avec le député maire de Reims qui est l'aménagement de la friche Chernam. Avant nous, il y a eu 20 ans de friche. Nous sommes arrivés avec une volonté farouche de sortir un projet et en discutant avec les maires de l'agglomération rémoise, tous ont considéré que bien évidemment l'équipement aqualudique avait une approche métropolitaine. Ça intéresse tous les habitants de la métropole, c'est pour ça qu'il est porté par la métropole et donc nous en sommes au dossier de consultation pour après toute une approche administrative extrêmement longue et nous allons dans le cours de cette année, c'est-à-dire avant l'été, nous aurons choisi des équipes qui auront la charge de construire cet équipement. Donc on va entrer dans le vif du sujet très prochainement, même si nous pour l'instant nous avons une approche qui reste un peu sur les dossiers, mais cette approche était indispensable. Donc les dossiers avancent et bien évidemment l'équipement sera livré en temps et en heure. Mais il y a un sujet qui est lié et dont la consultation a démarré, c'est le plan de déplacement urbain, parce qu'on sait que le secteur est très embouteillé avec le tramway, les Rémois, les automobilistes rémois le savent. Ça, c'est déjà une première étape vers ce que sera le futur quartier. Oui, il y a une réflexion, et plus qu'une réflexion, des études
pour parler en fait de la desserte nord-sud. Et l'idée, c'est de décharger la place de la République, d'éviter que transitent par la place de la République des véhicules qui n'ont pas de raison particulière d'y aller, avec la création d'une voie nord-sud qui passerait le long de la voie ferrée, en fait, derrière l'équipement aqualudique et la salle. Bon, vous imaginez que ce sont des dossiers d'envergure qui nécessitent, et heureusement d'ailleurs, des consultations. Nous sommes effectivement sur la phase de consultation, mais c'est un réaménagement total de ce quartier, tout comme d'ailleurs nous travaillons avec le maire de Reims sur un aménagement également du quartier Clermarais, parce que c'est une zone d'activité très importante qui a besoin d'être valorisée et sur laquelle nous voulons également concentrer nos efforts, comme nous finalisons actuellement une étude sur Port-Colbert. Nos prédécesseurs avaient fait beaucoup d'acquisitions sans pour autant prévoir de destination. Il y a pas mal de friches dans ce secteur, il y a un gros potentiel. Je rappelle que tout ça, c'est un quartier qui est à 50 minutes de la gare de l'Est. Il y a donc une valorisation très importante à faire en matière économique, mais également en matière résidentielle. Nous sommes convaincus avec le député maire de Reims que Reims a une carte à jouer sur l'attractivité résidentielle, c'est-à-dire des gens qui paient des loyers très chers à Paris et qui n'ont pas forcément des appartements très agréables, ou en tout cas pas beaucoup de place, qui pourraient faire le choix de venir vivre dans notre ville et pourquoi pas, une fois qu'ils auront fait le choix d'y vivre, pourquoi pas y transférer leur activité. Et la BA112, on sait que la ferme expérimentale est lancée, mais les autres dossiers, parce que là aussi c'est une friche et pas qu'une petite friche. Alors là-dessus, on est en phase de finalisation avec l'État, puisque comme vous le savez, c'est un dossier qui est mené avec l'État, puisque c'est une propriété de l'État qui doit céder en fait la partie Bétheny, puisque comme vous le savez, la BA112, il y a 3 communes, Bétheny, Courcy, Brimont. Jusqu'au 1er janvier, Courcy et Brimont ne sont pas dans l'agglo-rémoise, ne sont pas dans le syndicat mixte du Nord-Rémois, donc je ne parle Ça complique un peu tout ça. Donc je ne parle que de la partie Bétheny, où là nous avons considérablement avancé avec effectivement la Chambre d'agriculture et l'association autour de la ferme 112. Et l'idée est de transférer en fait l'ensemble des terres à la ferme 112, qui pourra les utiliser pour faire des expérimentations et qui travaillera avec le pôle de compétitivité et avec le bioéconomique parc qui a été fait à Pomac-le-Corel. Et donc le Grand Reims va peut-être permettre aussi de débloquer ce dossier à l'avenir. C'est peut-être un des gros enjeux déjà. Aujourd'hui, si vous voulez, sur la partie Bétheny, il n'y a pas de sujet. Oui. Grand Reims ou pas Grand Reims, les choses avancent. Sur la partie Courcy-Brimont, sur le papier, les terres doivent être transférées, si elles le souhaitent, aux communes concernées. Donc laissons les maires de ces communes donner leur avis sur le sujet. Merci en tout cas, Catherine Vautrin. Il nous reste encore une minute d'avoir été avec nous ce matin. Alors, quel est votre programme? Je sais que vous avez accepté d'être en direct alors que vous avez pas mal de programmes pour cette journée. Dans les jours prochains, vous allez aller à gauche, à droite, à Paris souvent à Paris. Oui, non, mais là, aujourd'hui, c'est une journée rémoise avec beaucoup de rendez-vous et ça va me permettre de rencontrer de nombreux concitoyens toute la journée. J'ai rendez-vous à mon bureau aujourd'hui. Et puis, après des déplacements dans le cadre des primaires, Bien sûr, évidemment, oui. Ça, toutes les semaines, plusieurs déplacements par semaine et puis une activité parlementaire qui a repris, même si nous sommes là dans la phase budgétaire, donc plutôt des auditions des différents ministres sur le projet de budget. On sait tous qu'un projet de budget en année électorale, c'est un peu différent entre les cadeaux de dernière minute et les urgences. La marge pour la discussion est assez limitée. En ce qui me concerne, je serai très vigilante à la maîtrise des dépenses publiques, car je crois que nos concitoyens attendent de leurs élus une maîtrise de la dépense publique. Merci en tout cas, Catherine Vautrin, d'avoir été avec nous. Et puis, à bientôt sur RCF. Merci à Arnaud Valadon et Thierry Delis de nous avoir accompagnés. Je crois, Arnaud, que sur YouTube, on pouvait suivre et on peut toujours suivre. Et on pourra revoir aussi. Et on pourra revoir cet entretien. Merci de l'avoir fait avec nous ce matin. Merci à vous trois. Très bonne journée à vos auditeurs et à vous-même. Bonne journée. Merci, au revoir.
François priant au milieu des décombres d'Amatrice ou de Norcia, le pape s'est rendu dans le centre de l'Italie hier pour exprimer sa proximité, prier